Et j'aime particulièrement cette édition parce qu'il y a des petits dessins parfois, comme ceci, donc des aquarelles de l'auteur. Donc peut-être que j'en montrerai parfois si jamais tu dors pas. Mais du coup voilà, je vais commencer et bien évidemment, c'est quand même un livre assez court, mais je vais peut-être pas le lire tout entier en une seule fois, ça m'étonnerait. Donc je pense que je vais m'arrêter à un certain moment et puis la suite dans une prochaine vidéo. Donc tu me dis quand t'es prêt et je commence mon histoire. C'est bon, parfait. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes. Je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie et à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience en elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait c'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni des serpents bois, ni des forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seule, sans personne à qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé, j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui m'ont considéré gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les bois fermés et les bois ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand j'ai réussi enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant,
alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme avec un peu de mauvaise humeur que je ne savais pas dessiner. Il me répondit: ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé. Et j'en fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre: non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa c'est très dangereux, et un éléphant c'est très encombrant. Chez moi c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Je dessinai. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci et je lançais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il vaille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince qui me posait beaucoup de questions ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois un avion, je ne dessinerai pas mon avion. C'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda: qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion, c'est mon avion. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria: comment? Tu es tombé du ciel? Oui, fis-je modestement. Ah ça, c'est drôle. Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta: alors toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence, et je l'interrogea brusquement. Tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit après un silence médiatif. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour. Et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher, quelle drôle d'idée. Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où, il se perdra. Et mon nouvel ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Alors le petit prince remarqua gravement: ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta: droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante, c'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 325. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un
Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 100 000 francs. Alors elles s'écrient, comme c'est joli. Ainsi, si vous leur dites, la preuve que le petit prince existait, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe et elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfants. Mais si vous leur dites, la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça, il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire qu'il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui, qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ses souvenirs, il y a 6 ans déjà, que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaie ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et puis, devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. C'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. C'est dur de se remettre au dessin à mon âge, quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un bois fermé et celle d'un bois ouvert à l'âge de 6 ans. J'essaierai, bien sûr, de faire des portraits les plus ressemblants possibles, mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dessin va et l'autre ne ressemble plus. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Ici, le petit prince est trop grand. Ici, il est trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de son costume. Alors je me tâtonne comme ci et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants. Mais ça, il faudra me pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Il ne croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur les voyages. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que le 3e jour, je connus le drame des baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce au mouton, car brusquement le petit prince m'interrogea, comme pris d'un doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes? Oui, c'est vrai. Ah, je suis content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes, mais le petit prince ajouta, par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que même s'il emportait avec tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée d'un troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il voudrait les mettre les uns sur les autres, mais il remarqua avec sagesse. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Il me répondit, ben voyons, comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du petit prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines et de bonnes herbes, et des mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles, elles dorment dans le secret de la terre, jusqu'à ce qu'elles prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil, une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du petit prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infecté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète, il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline, me disait plus tard le petit prince. Quand on
avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même sans le connaître, que j'ai tant travaillé sur ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Vous demandez peut-être, pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs? La réponse est bien simple. J'ai essayé mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animée par le sentiment de l'urgence. Petit prince, j'ai compris peu à peu, ainsi ta petite fille mélancolique. Tu avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le 4e jour au matin quand tu m'as dit j'aime bien les couchers de soleil, alors il faudra coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi? Que le soleil se couche. Tu m'as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même et tu m'as dit je me crois toujours chez moi. En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Une fois, dit-il, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour des 44 fois, tu étais donc tellement triste. Mais le petit prince ne répondit pas. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème, longuement médité en silence. Les moutons, s'ils mangent les arbustes, ils mangent aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors trop occupée à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau d'aboire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irritée par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh. Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leur épine. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi, je m'occupe, moi, des choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. Des choses sérieuses. Il me voyait, mon marteau à la main, et les doigts noirs de cambouis, penchés sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme les grandes personnes. Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secoua au vent des cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé une étoile, il n'a jamais aimé personne, il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répond comme toi. Il répète comme toi. Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi ils se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les petites additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais moi une fleur unique qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important. Il rougit puis le reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là quelque part, mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important ça. Il ne put rien dire de plus, il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée, j'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile une planète, la mienne, la Terre. Un petit prince à consoler,